Voilà, alors on va attaquer le sujet du jour. Alors, l'année 2015 n'a pas forcément été mémorable pour plein de raisons, mais au moins dans l'exploration du système solaire, il y a eu des très belles choses, et c'est ce qu'on va voir ici, puisqu'il y a eu des grandes premières et des nouveautés des mondes qu'on a découverts, donc qui vont être ces planètes naines dont je vais vous parler. Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de belles images, donc restez jusqu'au bout. Alors, avant ça, on va quand même vous faire un petit rappel. On va essayer de revenir sur cette question de la notion de planète et qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour les astronomes une planète. Donc, on va parler de ça. Et on va voir qu'au cours de l'histoire, c'est une notion qui a fluctué. Et même que le nombre de planètes dans le système solaire a changé au cours du temps. Et vous verrez peut-être des choses que vous savez, dont vous n'avez jamais entendu parler. Et ensuite, on va regarder les deux stars de cette soirée, qui sont Pluton, qu'on a découvert depuis le mois de juillet dernier, et Cérès, qu'on découvre depuis le mois de mars de l'an dernier. Puis on fera quelques petites perspectives sur la suite de cette exploration. Alors, c'est quoi une planète? Ici, vous avez des planètes du système solaire. Alors, vous reconnaissez les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les petits trucs là, Mars, la Terre, Vénus et Mercure, plus d'autres objets qui sont en fait des satellites des planètes. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, ceci est une planète, tout le monde est d'accord, on dit dessus. Alors, au passage, cette magnifique image, elle est assez récente, je crois qu'elle est de décembre, c'est pas un montage, hein. C'est une vraie photo avec la Lune et la Terre. C'est pris par la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter qui est en orbite autour de la Lune et qui a pris ce magnifique lever de terre sur la Lune avec l'Afrique et nous on est par là. Alors peut-être que dans ça vous serez perdu comme le Major Tom qui pense qu'il n'y a plus rien à faire, la Terre est bleue. Mais en fait nous on va avoir plein de choses à faire et à voir. Et je vais directement attaquer par qu'est-ce que c'est une planète aujourd'hui pour les astronomes. Donc il faut savoir qu'en astronomie, il y a une instance internationale qui s'appelle l'Union astronomique internationale et qui est la seule habilité à donner des noms, des définitions des astres, etc. Donc on verra pourquoi après, mais en 2006, le 24 août pour être précis, l'Union astronomique internationale a donné une nouvelle définition d'une planète. Donc une planète, c'est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil, donc qui tourne autour du Soleil. Ça va. Le deuxième point, un petit peu plus compliqué, c'est qu'il a une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique. Oula, là j'ai largué plein de monde. En gros, ça veut dire qu'il est rond. À peu près. Vous avez tous lu Tintin, vous savez que quand le capitaine Haddock lâche du whisky dans la fusée en apesanteur, là quand les Dupont arrêtent le moteur par erreur, ça fait une boule. Bon, ça a été reproduit aussi par les vrais astronautes. Un corps fluide ou liquide dans l'espace, comme les forces s'équilibrent, est à peu près sphérique. Alors évidemment, s'il tourne sur lui-même comme Jupiter, qui est une grosse planète gazeuse, il peut être un peu aplati, mais grosso modo, c'est sphérique. Et les planètes sont à peu près sphériques. Et le dernier point, c'est celui qui est le plus polémique peut-être, c'est qu'il a éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche, ou dit autrement, la planète doit dominer son environnement. C'est-à-dire qu'il y a des petits corps dans les parages, en fait, ils sont sous le contrôle de la planète en question. C'est ça qui a permis, on peut dire, que Pluton ne soit plus considéré comme une planète, parce que Pluton circule au-delà de Neptune, elle est plutôt un peu sous le contrôle de Neptune, mais elle-même, elle ne contrôle pas les autres objets de son environnement, et on verra qu'il y en a pas mal. Mais bon, il y a eu un lot de consolation, on va voir, qui a été créé pour Pluton, qui est celui des planètes naines. Alors il faut savoir aussi, vous en avez entendu parler, qu'on découvre plein de planètes autour des autres étoiles. En fait, ça fait 20 ans depuis 1995, et pour l'instant, on appelle ça exoplanète. Parce qu'il y a tellement de cas particuliers, bizarres, etc.,
Ça amènera sûrement dans l'avenir à de nouvelles discussions sur ce qu'est exactement une planète. Mais pour l'instant, on va rester là. Alors la pauvre petite Pluton, avec les méchantes planètes, bon, il n'y a qu'une planète, alors elle pleure un petit peu, mais il ne faut pas parce qu'on va voir que Pluton est très intéressant. Donc juste un petit tour rapide, on retrouve le Soleil et nos 8 planètes, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Mais dans le système solaire, il y a beaucoup d'autres choses. Déjà, les planètes, à part Mercure et Vénus, sont toutes des satellites. Certaines en ont beaucoup, donc comme notre Lune qui tourne autour. Donc ça, ce sont nos planètes à l'échelle de leur taille. Le Soleil ici serait immense, parce que le Soleil est 109 fois plus large que la Terre. Le système solaire, c'est grand aussi. Vous retrouvez ici, ça serait une vue un peu du pôle Nord, si on veut, avec les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Après, on a plein de petits objets qui vont être la ceinture d'astéroïdes, on va en reparler, Jupiter. Et ça, déjà, c'est le système solaire interne, c'est assez grand, puisque la lumière met plus de 43 minutes pour aller du Soleil à Jupiter, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Si je remets Jupiter ici au centre, on va trouver les planètes extérieures, Saturne, Uranus, Neptune, et puis une ceinture, une nouvelle ceinture de petits objets, dont fait partie Pluton, qui est la ceinture de Kuiper. Ici, j'ai fait figurer Sedna, qui est un objet encore plus lointain. Donc là, déjà, pour aller jusqu'à Pluton, la lumière du Soleil met 5h30. Là, on est déjà loin. Mais Sedna, vous voyez, Sedna peut s'éloigner énormément du Soleil, jusqu'à 5 jours et 10 heures lumière. Et c'est toujours le système solaire. Et encore plus loin, si je remets l'orbite de Sedna en tout petit ici, j'ai le nuage de Oort, qui est un réservoir de comètes, dont le bord interne s'étend à 4 mois-lumière. Là, on est très loin, et ça va jusqu'à au moins une année-lumière, peut-être un peu plus. Donc le système solaire, c'est très grand, on ne va pas regarder tout ça aujourd'hui. On va revenir sur les petits objets qu'on y trouve. Alors, comme je vous ai dit, entre Mars et Jupiter, on a découvert plein de corps. Il y en a des millions, peut-être des milliards, qu'on appelle des astéroïdes. Alors, il y en a ici entre Mars et Jupiter, c'est la ceinture principale. Il y en a aussi sur l'orbite de Jupiter. Alors, vous allez me dire, alors Jupiter, il n'a pas éliminé tout sur son orbite. Non, il n'a pas éliminé, mais il contrôle ça, parce que ces points-là, c'est ce qu'on appelle des points de Lagrange, et en fait, ces astéroïdes sont bloqués dans ces positions autour de Jupiter. Donc ici, on a beaucoup de choses, et on va retrouver Cérès, dont on parlera tout à l'heure, qui circule là-dedans. Alors voici quelques exemples. Il y a des millions d'astéroïdes, mais on n'en a pas encore vu beaucoup. Il y a quelques sondes qui sont approchées de petits objets comme ça. Alors vous voyez, là, ça se rapproche de mon deuxième point. Ici, on n'est pas en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas rond du tout. Ce sont des objets petits. Le plus grand qui a été vu ici, Lutetia, 130 km, il est bien cabossé, il n'est pas rond du tout. Et puis les autres ont toutes sortes de formes. Ici, alors on a des astéroïdes, on a des noyaux de comètes aussi, qui en fait sont des petits astéroïdes glacés, qui ne sont pas ronds non plus. Donc là, on est dans les petits objets du système solaire. Alors comme je disais, il y a ceux-là après Mars, puis au-delà de Neptune, il y a la ceinture de Kuiper, et encore beaucoup plus loin, le nuage de Oort. Je vais dire. Donc là, on va de la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Pour la ceinture de Kuiper, on est de 30 à 55 fois cette distance. Et le nuage de Oort, c'est 20 000 à 100 000 fois la distance Terre-Soleil. Là, on est beaucoup plus loin. Et là, on est encore pas près d'envoyer des engins explorer ce nuage. Alors ça, c'est amusant, c'est justement sur l'Union astronomique internationale, un site qui s'appelle le Minor Planet Center, le centre pour les planètes mineures, et tous les jours, vous pouvez avoir un graphique de la position connue, des corps connus dans le système solaire, des petits corps. Donc là, vous avez la ceinture principale d'astéroïdes, en bleu, les astéroïdes troyens, en rouge, c'est important, ce sont les géocroiseurs, c'est des petits corps qui peuvent croiser l'orbite de la Terre, et qu'on surveille beaucoup parce qu'ils seraient potentiellement dangereux. Si un jour ils nous tombaient dessus, comme le craignaient nos amis gaulois.
Et ici, la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, et quelques autres corps comme ce qu'on appelle les centaures, etc. Donc voilà un petit panorama du système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on définit les objets. Alors on va revenir un peu en arrière sur l'histoire et comment on a considéré les objets du système solaire depuis disons, le 19e siècle, parce qu'on s'est mis petit à petit à découvrir de nouveaux objets. Et donc il y a ceux-là, sur lesquels je vais revenir après. Et en fait, on va aller un petit peu plus loin en arrière pour débuter. Je me mets en 1830. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais il y a des livres de cette époque-là où on parle de 11 planètes dans le système solaire. Et encore, on n'avait pas découvert Neptune. Neptune a été découverte par Le Verrier en 1846. Ici, on est en 1830, donc ça s'arrête à Uranus, qui a été découverte par Herschel en 1781. Et pourtant, M. Bailly, qui est un astronome très sérieux, très connu, il parle ici, il parle de quoi? Il parle des planètes ou étoiles errantes. Ça, c'est effectivement, puisque le mot planète vient du grec planetes asteres, qui sont les astres ou les étoiles errantes qui bougent dans le ciel. Et on en compte actuellement 11, dit-il. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès ou Piazzi, Pallas ou Olbers, Junon ou Harding, Vesta, Jupiter, Saturne, Uranus ou Herschel. Alors pour certaines, d'ailleurs, il hésite entre le nom de la planète et du découvreur, parce que c'est tout récent. Et ici, donc, Cérès, Pallas, Junon et Vesta, qui comptent comme des planètes. Elles viennent d'être découvertes quelques années avant. Mais on sait encore très peu de choses dessus, donc on les compte comme planètes. Voici Arago, qui est aussi un astronome célèbre, 1836. Alors il commence à distinguer un petit peu. Il parle des 4 planètes télescopiques, celles qu'on a vues au télescope. Alors il donne un petit peu plus de détails, mais bon, il brode toujours un peu, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop quoi dire là-dessus, mais on raconte des choses, on leur a même créé des petits symboles, comme on avait les autres planètes. Alors revoici Junon, Cérès, Pallas et Vesta. C'est pas grand-chose. On la croit à 81 millions de lieues du Soleil. Même pas très très sûr. Et puis, rapidement, on va en découvrir d'autres. Il n'y en aura pas que 4 et ça va faire un nombre de planètes beaucoup trop grand. Et on va commencer à se dire que ces petits objets qui sont tous dans la même région ne sont pas des planètes et donc qui vont perdre leur statut de planète. On va revenir à 7 planètes, puis à 8 quand on va trouver Neptune. Et ces objets-là vont être appelés astéroïdes, les petits astres, les embryons d'astres. Alors ça, c'est un livre classique de chez Larousse en 1948. Là, on a toujours les mêmes, d'ailleurs, Cérès, Pallas, Vesta, Junon. Bon, alors, on ne sait pas leur forme exacte, mais la taille est à peu près juste, déjà à l'époque. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes d'orbites compliquées des astéroïdes. Ici. On présente, alors, c'est pareil à l'époque, ce qui est amusant dans ces livres, c'est qu'ils déroulent des pages pour dire plein de trucs, alors qu'ils savent très peu de choses. Mais ils savaient broder. Alors voilà un livre plus récent, un très beau livre d'ailleurs de chez Gallimard en 2006, où on a le système solaire suivant, que beaucoup d'entre nous ont connu pendant longtemps, avec 9 planètes. Parce qu'après la découverte de Neptune par Le Verrier, il y a eu Pluton, découverte en 1930. Donc qui a été longtemps considéré comme la dernière planète, comme c'est écrit ici. Et on met des belles pages. Alors ça, à l'époque, c'est tout à fait juste. On avait même découvert un gros satellite autour de Pluton, qu'on appelle Charon, ou Caron. Et voilà, on ne savait pas encore grand-chose. Mais ensuite, les choses se sont un petit peu compliquées parce que juste à cette époque... Alors, non, avant, j'oublie un petit truc, c'est que cette 9e planète a beaucoup fasciné. C'était un monde un peu mystérieux sur lequel on ne savait rien. Bon, il y a même eu, je me suis amusé à retrouver des vieilles BD sur Pluton. Alors là, ils allaient sur Pluton, il y avait des plutoniens très gentils qui les accueillaient. Ça, c'était en 1946. Et oui, bah, il fait froid. Alors ils ont des scaphandres avec de la fourrure pour avoir chaud. Mais les plutoniens, eux, ils sont tout nus, bon, ils sont pas froids. Et en fait, ils ont une ville souterraine où ils se chauffent, etc. Ils sont verts, c'est un peu comme les Martiens. Bon, dans celui-là, en 59, là, il y a des méchants plutoniens
qui vont sur les différentes planètes pour voler la lumière du Soleil, pour la prendre pour eux, pour se réchauffer. Alors il y a des terriens qui vont les détruire à coups de bombe atomique. Ouais, bon, c'est terrible. Le secret de la 9e planète. Bref, à cette époque, un peu plus tard, il se passe des choses, c'est qu'on commence à découvrir des objets au-delà de Neptune. On ne connaissait pas vraiment, à part Pluton. En 92, on trouve 1992 QB1, c'est un code. D'ailleurs, il a toujours pas reçu d'autres noms. Donc QB1 en anglais, ce qui a créé une famille d'objets semblables qu'on appelle les cube-oiseaux. Et puis il y a eu Sedna, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis surtout Eris en 2005. Alors Eris, on a d'abord pensé même qu'il était plus gros que Pluton. On s'est dit, tiens, alors là, planète numéro 10. Bon, en fait, il est un tout petit peu plus petit, mais il est quasiment de la même taille que Pluton. Et puis on a fini par en trouver plein. Et plein de choses qui... On se retrouvait dans la situation du début du 19e siècle. On allait avoir plein de planètes, et du coup, ça n'allait plus. D'où cette fameuse réunion de l'Union astronomique internationale qui a décidé que Pluton n'était plus une planète et qui a créé les planètes. Donc voilà l'histoire de la définition actuelle des planètes. Alors il y a toujours des gens... Bon, les Américains n'étaient pas contents parce que Pluton était la seule planète découverte par un Américain. En même temps, il y avait eu beaucoup de planètes découvertes. C'était important pour eux, et puis il y en a qui ont contesté parce que le vote s'est fait en fin de séance, on ne fait plus personne. Mais bref, on en est là actuellement, avec toute cette famille d'objets. Alors on va regarder un petit peu justement les autres. Il y a actuellement, à part Pluton et Cérès, alors Cérès d'ailleurs a été promu, parce que c'est le plus gros astéroïde, Cérès a été promu planète naine. Cérès a gagné un petit peu. Et puis, il y a 3 autres objets pour l'instant qui sont qualifiés de planètes naines en attendant d'être un peu plus. Donc le fameux Eris, qui est celui qui a amené à cette nouvelle définition, donc qui a à peu près de la même taille que Pluton. Il a 2326 km de diamètre. Il est très loin du Soleil, donc on n'est pas prêt d'envoyer une sonde vers Eris. On a des images ici du télescope Hubble. On lui a trouvé un petit satellite. Fait 684 km de diamètre, qui s'appelle Dysnomie. Alors là, c'est un petit clin d'œil de l'Union astronomique internationale, puisque Eris, chez les Grecs, c'était la déesse de la discorde, et Dysnomia, celle de l'anarchie. Donc ces noms-là, un peu par humour aussi, mais donc voilà ce qu'on a de mieux actuellement sur Eris. On n'en sait pas beaucoup plus sur elle. Et puis il y a 2 autres objets sont qualifiés de planètes naines. Alors voilà, l'orbite d'Eris est très lointaine et très inclinée. On a ensuite Haumea. Alors vous allez me dire, l'équilibre hydrostatique, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il est comme c'est un gros œuf. Mais bon, comme il est assez gros, presque 2000 km, il est qualifié de planète naine. Là encore sur une orbite très lointaine et inclinée. Et il a 2 petits satellites qui s'appellent Ayaka et Namaka. Donc, dont on ne connaît pas vraiment la taille d'ailleurs, parce que là on est vraiment loin du Soleil. Donc on voit ici ces 2 petits satellites, ça c'est une photo, ça c'est une vue d'artiste de cet objet. Haumea. Et puis Makemake. Alors on est obligé maintenant de piocher dans toutes sortes de mythologies pour trouver des noms. Et donc Makemake, voilà, est lui aussi très loin. On n'a apparemment pas de satellite. Il serait à peu près rond, 1430 km de diamètre, c'est déjà plus petit. Et donc c'est la 5e planète naine officielle pour l'instant du système solaire. Et vous voyez que là, on n'a aucun renseignement. En fait, ces objets sont tellement loin qu'on ne voit rien dessus. On peut faire quelques analyses de leur lumière par spectroscopie pour avoir des informations sur leur surface, mais pas de détails. Alors ça, c'est l'ensemble des plus gros de ces objets au-delà de Neptune. Donc on trouve Pluton et ses satellites, Haumea, Eris, Makemake. Il y a aussi Sedna, Varuna, Kawar, Orcus, Ixion et d'autres.
Donc peut-être que ceux-là finiront par devenir planètes naines. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est des astéroïdes ou des objets transneptuniens. Alors nous, on va aller voir les deux premières planètes naines, qui sont Pluton et Cérès, parce que là, grâce à deux engins tout à fait importants, depuis un an, moins d'un an, on a beaucoup de renseignements sur eux pour la première fois, puisque avant, comme eux, c'était des points, des télescopes, on avait très peu de renseignements. Mais c'est à peu près à l'époque de cette histoire de statut de planète qu'a été lancée une sonde vers Pluton. C'est la NASA qui a lancé cet engin qui s'appelle New Horizons, les Nouveaux Horizons, qui a été lancé le 19 janvier 2010. Alors c'est une longue histoire, cette mission a été prévue plusieurs fois, annulée, il y a eu du lobbying pour la remettre, etc. Elle a failli jamais partir. Et puis finalement, le 19 janvier 2010, elle a décollé de Cap Canaveral. Elle a fait un très long voyage, presque en ligne droite en fait. Elle a d'abord survolé Jupiter au bout de moins d'un an, ce qui en fait un des engins les plus rapides qu'on ait jamais lancé. Parce que Pluton c'est loin, et si on devait pas attendre 20 ou 30 ans, il fallait aller vite. Et elle a quand même mis 9 ans et demi pour atteindre Pluton, le 14 juillet 2015. Donc c'est très long, pour plus de 5 milliards de kilomètres. Ce qui vous explique aussi que la sonde ne pouvait absolument pas s'arrêter vers Pluton. Elle a survolé très rapidement, c'était impossible parce que si vous voulez vous mettre en orbite autour d'une planète, il faut freiner. Donc il faut beaucoup de carburant. Donc ça, c'était absolument impossible. Donc c'était un survol rapide, pendant quelques heures, où la sonde a dû mitrailler Pluton sous toutes les coutures, avec cet instrument scientifique. Et alors, à 5 milliards de kilomètres du Soleil, il n'y a pas le haut débit, d'accord ? Donc elle est encore en train de transmettre, depuis juillet dernier, ces images. Et il faudra à peu près un an pour tout transmettre, les images et les données scientifiques. Donc on n'est pas au bout, on n'a pas encore tout. Ce que je vais vous montrer, ça représente moins du quart de ce qui a été enregistré. Alors voilà, New Horizons, avant son lancement, c'est pas très gros hein, pour un engin spatial, il y en avait beaucoup plus gros. Vous voyez les techniciens à côté, là, c'est un engin relativement petit, avec une grande antenne, des générateurs au plutonium, parce qu'on ne peut pas compter sur le Soleil aussi loin, et donc qui lui permettront de fonctionner encore très longtemps. Et puis son antenne, donc, n'est pas immense, donc c'est pour ça aussi que le débit n'est pas fabuleux. Alors revenons un petit peu sur Pluton elle-même. Pluton a été découverte en février 1930 par ce monsieur, Kyle Tombaugh, qui est un Américain qui examinait des plaques photos, parce qu'on était persuadé qu'il y avait une planète justement au-delà de Neptune. Donc là, un jour, il a trouvé un petit point qui est passé de là à là. Vous voyez, il était patient. Il a dit, ah tiens, il y a quelque chose. Et il passait ses journées à comparer des plaques photos comme ça. Et il a fini par trouver Pluton. Alors Pluton, on a tout de suite vu qu'il y avait une orbite très particulière, elliptique, qui va de 30 fois la distance Terre-Soleil à presque 50 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est assez allongé. Une année sur Pluton, c'est long, sur 248 années terrestres. Puis les jours aussi sont longs. Hein. Donc, il fait froid et puis les années, les jours sont longs, puisqu'elle tourne sur elle-même en 6 jours et 9 heures. Et on s'est rapidement aperçu que Pluton, effectivement, était petite, avec 2374 km de diamètre. La Terre, pour mémoire, c'est 12 756. Il fait pas chaud, moins 229 degrés en moyenne, dans peu de soleil. Et on a découvert qu'il y avait une petite atmosphère, ça on va en reparler, 100 000 fois plus faible que la nôtre, mais avec de l'azote, du méthane et du monoxyde de carbone. Alors là, Tombaugh est avec un télescope d'amateur, mais ici, le télescope rouge, c'est celui qui a pris ces photos qui ont permis la découverte de Pluton. Alors Pluton est donc petite, mais elle s'est avérée rapidement
très intéressantes, déjà par les analyses à distance, puis on lui a trouvé des satellites, on va en parler. Donc effectivement c'est petit hein, par rapport à, voici la Terre, la Lune, Pluton est plus petit que notre Lune. Pas un gros objet, mais Pluton c'est ça. Et ça on le connaît depuis le mois de juillet, et même plus récemment parce que cette belle photo a été transmise après. Et donc on s'aperçoit tout de suite que c'est quelque chose d'absolument étonnant auquel on ne s'attendait pas du tout. Parce qu'en fait on a un objet qui est très loin du système du Soleil, qui est isolé, qui est petit, qui est froid, donc on ne s'attendrait pas trop à avoir d'activité. Beaucoup de gens pensaient voir quelque chose avec plein de cratères dessus, et puis bon, de la glace sûrement parce qu'il fait froid, mais là, c'est pas du tout ça. On a quelque chose de très varié, on a des couleurs différentes, on a des plaines ici complètement lisses. Alors, vous avez peut-être tous en tête l'image de la Lune. Notre Lune est pleine de trous. Parce qu'elle a été bombardée au début de son histoire, et la Lune n'a pas eu beaucoup d'activité géologique. Donc les cratères sont restés, ils n'ont pas été effacés. Et ici, il n'y a plus de cratères. Alors, on en voit quelques-uns par là, mais il n'y en a quand même pas beaucoup sur. Donc ça veut dire que sa surface est très jeune. Elle a été remaniée plein de fois. Il y a eu des choses qui ont coulé dessus. Il s'est passé beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Parce que comment c'est possible sur un petit corps aussi froid? Il doit y avoir donc une chaleur interne, quelque chose qui fait qu'il y a de la géologie sur Pluton. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors pour l'instant, on n'a pas d'explication claire de ça. Alors on va voir des vues plus détaillées. Voici un très gros plan. Vous avez des montagnes très hautes, très impressionnantes, à plusieurs milliers de mètres, qui s'arrêtent ici sur une plaine glacée, d'espèces de glaciers en polygone. Donc on ne sait pas très bien les raisons, il y a des rainures dedans. Et toutes ces espèces de montagnes ici. Alors ces montagnes c'est de la glace en fait. Il n'y a pas énormément de roches de type granit ou choses comme ça sur Pluton. C'est en fait à cette température, la glace d'eau est dure comme du granit, donc ça fait des montagnes, des vallées, etc. Et les glaciers qui sont ici, en fait, apparemment, sont des glaciers d'azote. C'est de l'azote solide qui coule en glacier à la surface de Pluton. Vous avez des terrains extrêmement étonnants avec plein de petits trous. Alors il semble, bon d'après les hypothèses actuelles, c'est qu'il y a un moment, il y a des dégazages d'azote qui fait des bulles dans la glace et qui percent, qui s'évaporent, qui se subliment et qui laissent toutes ces traces, qui doivent être très récentes. Ce n'est pas du tout des cratères météorites. Là, il y a peut-être un cratère, mais ici, non, ce sont des trous dans la glace qui sont dus à la sublimation de l'azote sur Pluton. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Il faut bien voir, comme j'ai dit, c'était un survol unique. On n'aura pas d'autres images de Pluton avant des décennies ou même plus. Après de renvoyer un engin là-bas. Voici une vue le long de ce qu'on appelle le terminateur, c'est la limite entre le jour et la nuit. Donc une vue oblique où on voit le relief, et le relief est très complexe, avec des tas de rides, de choses. Ici encore, vous voyez, à part là, il n'y a pas de cratère. Donc il y a vraiment une activité géologique très récente qui s'est produite et qui se produit sûrement encore sur Pluton. Voici encore un gros plan sur ces glaciers avec des fractures, des montagnes qui surgissent au milieu des glaciers. Ça existe sur Terre aussi, au Groenland, on appelle ça un nunatak, une montagne qui perce un glacier. Là, on a une espèce de X, là, tu des titres ces derniers jours, une croix sur Pluton. Des extraterrestres. Bref, voilà, encore un terrain très intéressant. Donc, qui s'appelle. Alors, ils ont commencé à donner des noms. Alors, ils ne sont pas officiels encore. Il faudra que l'Union astronomique internationale les valide. Mais le thème qui a été choisi, parce que sur chaque astre, on choisit un thème général,
Ici, c'est les explorateurs ou les vaisseaux d'exploration. Donc d'ailleurs, vous voyez que les Américains ne sont pas rancuniers, puisqu'ils ont donné un nom à la plus grande plaine de Pluton, c'est Sputnik Planum, donc du nom du premier satellite soviétique à l'époque, en orbite terrestre. Voilà aussi vous vous rappelez un Nunatag, je vous montre l'équivalent terrestre, ça c'est au Groenland, donc une montagne qui sort de la glace. Et on a à peu près la même chose ici, sauf que là, la montagne est en glace, d'eau, et le glacier est en azote. Alors qu'ici, c'est une montagne des roches terrestres et de la glace d'eau. Et puis, il y a des choses très bizarres. Alors, la vue à gauche, ce sont deux photos en fausse couleur qui montrent en fait le relief. Et ça, c'est très intéressant. Bon, c'est américain, c'est marqué en miles. Mais on a des espèces de montagnes assez larges et assez plates, avec un trou au centre, qui ne ressemble pas du tout à un cratère de météorite. Et là aussi. Celui-ci, c'est le même que là, c'est le mont Wright. Et ça ressemble, pour les géologues, enfin ce qu'ils en disent actuellement, ressemble furieusement à un volcan. Alors ça pourrait être ce qu'on appelle, il est un peu mythique maintenant, c'est un cryovolcan. C'est-à-dire un volcan froid, parce qu'évidemment ici on est froid, on ne va pas avoir de la lave en fusion, mais on pourra avoir une espèce de boue, d'eau, d'ammoniac mélangé, qui pourrait couler de temps en temps et créer ce volcan. Alors, c'est pas sûr, hein, et on ne le saura peut-être pas tout de suite, parce qu'on ne peut pas le suivre et voir ce qui se passe, mais disons que c'est ce qui s'approcherait le plus d'un possible volcan sur Pluton. Et puis, je vous disais, il y a une petite atmosphère sur Pluton. Alors ça intéressait beaucoup d'astrophysiciens. Bon, on va étudier le gaz de Pluton, mais bon, écoutez, ça fait quand même un 100 millième de la pression sur Terre. Ça va pas être bien spectaculaire. Eh bien, on a commandé à la sonde de faire des photos une fois qu'elle a dépassé Pluton, donc elle était derrière, donc à contre-jour avec le Soleil derrière la planète. Et la surprise, voilà une vraie photo en vraie couleur. Le ciel est bleu sur Pluton déjà. Et puis cette atmosphère, on la voit quand même pas mal du tout. Parce qu'elle diffuse ici la lumière du soleil qui est derrière, et on a une atmosphère assez étendue et qui est bien visible, parce qu'en fait, il y a du gaz, mais il y a aussi ce qu'on appelle des aérosols, donc des petites particules, de la brume, qui est en suspension dans cette atmosphère très ténue, et qui est assez spectaculaire. On va le revoir ici sur une autre photo en noir et blanc, mais qui est très jolie. Vous avez un croissant de Pluton. Et vous voyez ici qu'il y a même une structure dans cette atmosphère. Il y a des couches de brume qui sont très complexes et que pour l'instant on n'écrit pas bien, mais qui sont assez intéressantes. Et voilà un plus gros plan. Alors cette photo, moi je la trouve géniale d'avoir eu ça. Personne ne pensait avoir des photos comme ça de Pluton. Vous avez une vue oblique, vous voyez très bien le relief, hein, avec les montagnes qui sont quand même très hautes ici. Dépasse. Bon, il faut dire aussi que l'astre est petit, donc forcément une montagne même de 5000 mètres, ça dépasse beaucoup, et c'est spectaculaire. Et au-dessus, vous avez les couches de brume. Et même la photo est un petit peu floue parce qu'il y a de la brume devant, et on voit ces couches de brume très complexes qu'on ne comprend pas très bien pour l'instant. Donc même très loin du Soleil, même quand on est très très froid, on peut avoir une activité géologique importante, on peut avoir une activité atmosphérique importante, et ça c'est vraiment intéressant. Donc Pluton n'est pas une planète, mais ça ne change pas au fait que Pluton est extrêmement intéressante, et il y a beaucoup de choses à comprendre ici qui intéressent énormément les planétologues. Alors voilà la première carte de Pluton. Les couleurs, c'est les différentes régions, et comme je vous disais, on a commencé à donner des noms liés à soit des sondes spatiales, soit des explorateurs, etc. Donc vous avez aussi la région Tombaugh, un hommage à Clyde Tombaugh. Il faut savoir d'ailleurs que la sonde New Horizons transporte une petite boîte avec quelques cendres de Clyde Tombaugh. Donc il a survolé
son chute. Et puis vous avez l'hommage au son de Voyager, Pioneer, Hayabusa, qui est une sonde japonaise, Venera, une sonde russe. Lowell, qui était un astronome qui a initié la recherche de Pluton parce qu'il pensait justement qu'il y avait une planète après Neptune. Et puis d'autres choses, et on retrouve Sputnik Planum. Vous avez dans les montagnes qu'on a vues tout à l'heure, il y a les monts Norgay, qui sont du nom de Tenzing Norgay, qui est le Sherpa qui avait gravi l'Everest en premier, avec les monts Hillary, et il y a aussi les monts Hillary à côté. Et tout plein d'autres noms, bon, je pense qu'ils seront validés normalement par l'Union astronomique internationale, donc ils vont rester. Alors on va se faire un petit survol par cette vidéo de Pluton. C'est un montage à partir des vraies images. Donc on va aller regarder cette région à haute résolution. Là, sur le Pluton, alors là il y a quelques cratères. Alors si c'est de la neige, c'est de la neige d'azote, hein, voilà des montagnes. Et on retrouve les fameux glaciers d'azote. Avec ces monattaques là, qui sortent des glaciers. Et puis, ce qui était intéressant aussi dans ce survol, c'est que Pluton n'est pas toute seule. Pluton, on lui connaît un vrai petit système miniature avec des objets qui tournent autour ou avec. On va voir ça après. Il y a Charon, qui est un gros objet qu'on connaît depuis 1978. Mais il y a aussi d'autres petits corps, plus petits, qui ont été découverts justement parce que, comme la sonde s'approchait de Pluton, on a utilisé le télescope Hubble et des télescopes terrestres pour regarder l'environnement de Pluton. On s'est dit, on ne sait jamais s'il y a des choses autour, ça pourrait être intéressant. Effectivement, on a trouvé 4 objets autour de Pluton. Déjà en 2006, on a trouvé Nix et Hydra. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, Styx et Kerberos. Alors, vous voyez d'ailleurs que les noms sont liés à la mythologie des enfers, puisque Pluton était le dieu des... Alors, Pluton qui se dit Pluto en anglais. Hein. Pluton était le dieu des enfers des Romains. Charon, c'était celui qui faisait passer les âmes des morts sur un bateau à travers le fleuve Styx, justement. Il y avait l'Hydre qui gardait les enfers, et puis Cerbère aussi, Kerberos. Et puis Nix, je ne sais plus, je crois que c'est aussi une rivière. Hein? Je sais plus. Donc, voilà, c'est ce petit système. Alors, il a été vu par New Horizons. Alors voilà le Charon, qui est aussi un objet extrêmement étonnant. Parce que c'est plus petit, mais alors, ce qui est déjà étonnant, c'est que c'est 1212 km de diamètre, donc c'est plus de la moitié de Pluton. Donc c'est un cas unique dans le système solaire. En fait, c'est un objet double. Vous avez Pluton et Charon qui tournent ensemble. Il a été découvert par James Christie en 1978, et voici la vue de Charon. C'est pareil, bon, il y a un peu plus de cratères sur Pluton, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a une énorme falaise ici. De l'autre côté, on sait qu'il y a une faille gigantesque, il y a plein de failles. Une région un peu rouge, là, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis plein de formations géologiques, donc qui sont tout aussi passionnantes. Alors, on n'a pas encore toutes les images, on en est loin de Charon, on va en avoir dans les mois qui viennent, avec plus de détails. Et alors, comme ces deux objets, Pluton et Charon, sont de taille comparable, en fait, c'est pas Charon qui tourne autour de Pluton, mais c'est les deux qui valsent ensemble. En fait, ils tournent autour de ce qu'on appelle leur centre de gravité commun, qui n'est pas dans Pluton, qui est à l'extérieur. Donc en fait, ils sont en orbite comme ça, autour d'un point, au milieu ici. Et alors, ils se font face en permanence. Vous savez que la Lune, on dit qu'elle est synchrone parce qu'elle nous présente toujours la même face.
Eh bien, non seulement Charon présente toujours la même face à Pluton, mais Pluton présente toujours la même face à Charon. C'est comme si c'était un objet rigide avec une barre entre les deux, et ils se font face en permanence. Alors ça, c'est une photo, c'est pas un montage, à l'échelle, avec les deux astres. Vous voyez qu'ils sont très différents en plus. Ça non plus, on ne l'explique pas vraiment. C'est pas du tout la même couleur, donc ils ont une surface qui n'est pas la même. Alors on surnomme maintenant le Charon l'objet le plus geek du système solaire, parce qu'ils ont amusé à donner des noms assez sympas qui sont tirés beaucoup de la science-fiction. Donc vous avez le cratère Vader, c'est Dark Vador en fait, hein. Le cratère Leia Organa, le cratère Skywalker, mais il y a aussi un peu d'Alien avec le cratère Ripley et la faille Nostromo. Là-haut vous avez le Seigneur des Anneaux avec la région Mordor. Il y a d'autres choses, il y a les monts Kubrick, les monts Clark, le cratère Spock dans la plaine Vulcain, etc. Donc c'est assez sympa. Il y a Argo, ça c'est le navire des argonautes de Jason. J'espère que ces noms vont rester parce que finalement c'est amusant. C'est très sympathique. De toute façon, si l'Union et son ami cartésien voulaient changer, je pense qu'il y en a qui vont râler. Ça a commencé à être adopté et ça a fait tout le monde. Donc voilà pour Charon. Alors là aussi on va faire un petit survol. Vous avez un dépôt polaire sombre. Vous avez un canyon qui s'étend sur tout l'astre, avec plein de failles, des cratères aussi quand même. Donc c'est fait à partir des vraies images. Et puis cette curieuse montagne qui est entourée d'un fossé en fait. C'est comme un cratère avec une montagne dedans. Donc ça on comprend bien. Bon, il arrive qu'il y ait une montagne au centre des cratères, mais beaucoup plus petite. Là, c'est énorme. Donc celle-là, attends, on ne sait pas non plus ce que c'est. Vous voyez, en fait, c'est aussi ce qui est génial dans l'exploration spatiale, c'est que on voulait répondre à plein de questions pour savoir comment sont ces astres, mais finalement, on a beaucoup plus de questions qu'au départ, et finalement, c'est ça qui est chouette. Et puis, les petits satellites, ils ont été vus aussi. Alors, c'était plus compliqué. Parce que d'une part, ils ont été découverts tard, quand la sonde était déjà partie. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour les prendre en photo. Ils sont beaucoup plus petits. Elle est passée assez loin, donc les images forcément sont moins bonnes. Mais il faut quand même réaliser qu'on est à 6 milliards de kilomètres du Soleil et qu'on a des images, c'est les seules qu'on va avoir pour très longtemps, de ces petits objets. Donc ça a permis déjà de connaître bien leur taille. Donc voici Nix, 50 km, Hydra, une quarantaine. Kerberos et Styx sont beaucoup plus petits, environ 5 km. Et puis, même Nix est déjà très curieux, avec des couleurs bizarres. Et voici la meilleure photo en noir et blanc pour l'instant de Nix, qui a des cratères, mais qui a aussi des failles dessus. C'est déjà assez étonnant sur ce tout petit objet. Donc voici sans doute la meilleure vue que vous verrez de votre vie. Alors voilà pour le système de Pluton. Et ce que nous a apporté pour l'instant New Horizons, sachant qu'il va falloir continuer à surveiller ça, puisque d'ici l'automne, on aura encore beaucoup d'images et de données scientifiques qui vont sans doute apporter beaucoup de choses. Mais je ne voulais pas faire cette conférence sans oublier l'autre planète naine qui a été aussi la vedette de 2015 et dont on a beaucoup moins parlé, et pourtant il y a aussi plein de choses, c'est Cérès. Cérès l'a promu de l'ancien astéroïde numéro 1 qui est devenu planète naine. Et cette fois-ci, elle continue d'être étudiée parce qu'elle est étudiée en détail par un engin qui est carrément en orbite autour. Parce que là, c'est plus près, et on a vu se mettre en orbite autour de Cérès. Donc c'est une autre sonde américaine qui s'appelle Dawn. Dawn, ça veut dire l'aube, parce qu'on pense qu'en étudiant les astéroïdes, on va vers l'aube du système solaire. On va retrouver des objets primitifs qui vont nous renseigner sur les débuts du système solaire. Donc c'est à peu près à la même époque, puisqu'elle était lancée après New Horizons, c'est le 29 septembre 2007.
Et alors c'est un cas un peu unique parce que c'est la première fois qu'un engin va se mettre en orbite successivement autour de deux astres dans le système solaire. D'abord Vesta, qui est un des gros astéroïdes dont on parlait tout à l'heure, qui a eu sa petite heure de gloire comme planète au début du 19e siècle, donc qui a été étudié en détail pendant longtemps, plus d'un an, de juillet 2011 à août 2012. Alors, Vesta, bon, et on pourra en parler, j'aurais pas le temps de parler de Vesta ici, mais il y a énormément de choses qui ont été faites sur Vesta pendant cette année. Et puis ensuite, la sonde a pu repartir, parce que la gravité de Vesta est faible, a pu repartir et arriver le 6 mars 2015 autour de Cérès. Et donc l'étudier en détail. Alors c'est un engin assez étonnant, donc là on est plus près du Soleil, donc il y a des panneaux solaires, même si c'est quand même assez loin, donc il faut qu'il soit très grand, parce que il y a moins de luminosité que vers la Terre. Donc voici une vue, c'est déjà plus gros que New Horizons, hein, c'est un engin plus grand. Donc c'est une vue avant son départ. Et qui donc a fait un trajet assez complexe, donc lancée en 2007. Elle est passée vers Mars en 2009. Elle est arrivée vers Vesta en juillet 2011. Et donc restée un an, un peu plus même, et est repartie pour atteindre enfin Cérès au printemps dernier. Alors vous voyez ici, souvent quand on lance un engin dans l'espace, contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'a pas de moteur. Il est lancé sur une trajectoire, il a juste des moteurs pour se diriger, et donc il n'a pas de moteur. Mais ici, pour faire une trajectoire aussi complexe, ce n'était pas possible. Donc cet engin-là a des moteurs. Et vous voyez ici des phases de croisière en noir et d'accélération en bleu. Parce qu'il a un petit moteur. Ce n'est pas un gros moteur fusée. C'est quelque chose de très particulier qui a été testé plusieurs fois et qui maintenant marche bien. En fait, c'est une sonde à moteur électrique. C'est un moteur ionique, donc qui est alimenté par les panneaux solaires. Et dans la sonde, il y a un petit réservoir de xénon, qui est un gaz rare. Grâce au courant électrique, donc des tensions de 100 à 1000 volts dans les cas, il a 425 kg de xénon au départ. Ce gaz est ionisé, c'est-à-dire qu'on arrache des électrons aux atomes de xénon, puis entre des plaques électriques, on accélère les ions de xénon qui sont éjectés à l'arrière. Et donc par la troisième loi de Newton, qui est la loi de l'action et de la réaction, eh bien ça propulse la sonde en avant. Alors c'est pas beaucoup, et puis ça consomme extrêmement peu. Au plus c'est 300 grammes par jour, et il ne l'utilise pas tout le temps. Mais on peut, si on vidait tout le réservoir, on peut atteindre quand même 10 km par seconde avec ça. Alors c'est long, accéléré, mais c'est très très efficace et ça consomme très peu. Il en a toujours beaucoup encore. Il n'a pas consommé ses 425 kg. Et ça lui a permis de faire toutes ces manœuvres, ces mises en orbite, etc. Bon, il faut aussi bien comprendre que Vesta et Cérès ont une gravité très faible, donc c'est assez facile de manœuvrer. Il y a quand même 18 mètres carrés de panneaux solaires pour alimenter tout ça, ce qui représente 1,3 kW au niveau de Cérès. Donc le moteur ionique. Alors revenons un petit peu sur Cérès. Donc elle avait été découverte le 1er janvier 1801 par Piazzi, qui ne faisait pas la fête mais qui regardait le ciel. Et donc il a découvert ce qui a été un temps une petite planète, donc qui est entre 2,5 et 3 fois la distance Terre-Soleil. L'année de Cérès dure 4,6 de nos années, et lui par contre tourne vite sur lui-même, en 9 heures et 4 minutes. Or c'est petit, 946 km de diamètre, mais on voit là, c'était des images, ce qu'on avait de mieux avant Down, c'est les images du télescope Hubble, c'est bien rond, l'objet rond, en équilibre hydrostatique, comme on a dit. Bon, on est plus loin que Mars, donc il commence à faire un peu frisqué, à moins 105 degrés, mais c'est pas plus tôt quand même. Alors c'est petit, hein, vous vous rappelez, Pluton avait une taille un peu comme ça, ici on est encore bien plus petit que la Lune. C'est quelque chose de petit, c'est à peu près la taille de la France. C'est plus gros que Vesta, par contre, dont on parlait tout à l'heure. Ici, on a Eros, qui est un petit astéroïde qui avait été étudié par une autre sonde, qui est beaucoup, beaucoup plus petit.
Donc on a un gros objet. Alors on a commencé à l'étudier, comme je disais, avec le télescope Hubble avant l'arrivée de Down, et on s'est aperçu de choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a des émissions d'eau de vapeur d'eau autour de Cérès. Ce qui est assez curieux, parce que là encore on a quelque chose de petit, isolé, et qui aurait donc une certaine activité géologique. Il y a de l'eau qui émisse. Donc certains soupçonnent même une couche avec de la glace d'eau, voire un peu de liquide sous la surface. Alors ça, pour l'instant, on ne sait pas exactement, ça sera à Down de répondre. On en est qu'au début de l'analyse des résultats. Donc je vais simplement, moi, vous livrer des images. On ira loin encore d'avoir tout compris. Donc voilà à quoi ressemble Cérès. Or, il y a quand même beaucoup plus de cratères que sur Pluton. Donc c'est une surface plus vieille. Il y a moins de géologie, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à la surface de Pluton. Par exemple, vous avez ce cratère qui est surnommé O14. Alors la thématique des noms sur Cérès, c'est l'agriculture. Une divinité est liée à l'agriculture au cours des âges. Et voilà ce grand cratère qui s'appelle O14 et qui est, en fait, si je reviens un peu en arrière, sur les vues de Hubble, il est désert. On a déjà repéré une tache blanche. Et vu de près, il y a effectivement des taches blanches assez curieuses dans ce cratère. Alors certains ont dit que ça doit être de la glace, mais en fait ça ne va pas parce que dans ces conditions, la glace devrait se sublimer, c'est-à-dire partir en vapeur dans l'espace et disparaître assez rapidement. Et les analyses spectroscopiques, donc de la lumière de Cérès, les premiers résultats préliminaires indiquent que ce n'est pas de la glace, mais ce sont des sels. Donc c'est des sels minéraux qui sont ici. Mais donc ils doivent être déposés par quelque chose. Et apparemment il y a certaines données qui indiquent qu'on ne les a pas encore vues, ils n'ont pas publié d'images, mais que de temps en temps il y a une espèce de brume qui floute un peu les images par là. Et donc il y aurait des émissions finalement de vapeur d'eau qui viendraient de l'intérieur et qui entraîneraient des sels qui se déposeraient ici. Donc ce serait ça l'explication. Alors elle est très très préliminaire, pas affirmer encore que c'est ça, mais ça serait possible. En tout cas, l'analyse minéralogique dit que ce sont des sels. Autre curiosité, on a une montagne là, à Aouna Mons, qui est un peu étrange, avec des pentes comme ça, avec des rainures. À sommet, il n'y a pas vraiment de cratère, ça n'a pas l'air d'un volcan, mais on ne comprend pas comment cette montagne s'est formée. Là, vous avez un beau cratère, et puis le mont Aouna à côté. Ici, un autre, le bord d'un grand cratère Ouvara, pardon. Et ici, avec des... Bon, ça c'est un cratère très classique, avec des remparts en étage, comme on en trouve sur la Lune aussi. Alors voici la première carte de Cérès. Alors les couleurs représentent les altitudes, hein. Le bleu c'est le plus profond et le rouge c'est le plus élevé. Et avec déjà, alors ici ces noms sont officiels, ils ont déjà été validés. Donc comme je disais, c'est des noms de divinités liées à l'agriculture dans les différentes mythologies. Donc, le cratère O14 avec ses traces blanches ici et là. Et puis on peut faire aussi des cartes spectroscopiques qui indiquent la minéralogie en faisant des cartes avec différentes longueurs d'onde. Alors pour l'instant ça c'est pas interprété, mais on voit que ça montre qu'il y a des différences de composition à la surface, des terrains différents sur Cérès. Donc c'est quand même assez riche comme surface. Et en particulier ils ont découvert des argiles, des phyllosilicates qui sont riches en ammoniac, qui piègent de l'ammoniac à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi, pas très bien compris, on pense que c'est lié à un océan souterrain qui contiendrait de l'eau avec de l'ammoniac. Et surtout, ça veut dire qu'il y a de l'eau, il y a de l'ammoniac, donc des éléments volatiles, beaucoup plus que dans les autres astéroïdes de la même région. Il n'y a pas ça sur Vesta, par exemple. Donc certains se demandent, soit
Cérès serait formé plus loin, dans une région plus froide du système solaire. Alors comment il est arrivé là? On ne sait pas. Soit il a été largement bombardé par des comètes ou d'autres choses qui ont apporté ces éléments légers. Et donc ça, on ne le sait pas, mais ça en fait un astre qui est très différent en fait dans sa composition des autres astéroïdes de la ceinture. Et donc ça reste un peu encore mystérieux sur cette composition. Alors là, je vous mets les toutes dernières images, puisque Dawn s'est d'abord mis en orbite à haute altitude, et puis petit à petit, avec son moteur ionique, elle descend. Et là, elle vient d'atteindre début décembre dernier son orbite finale, qui est à 385 km d'altitude. Et elle va rester là, elle ne repartira plus après. Un temps, il avait été prévu de repartir pour survoler Junon, mais apparemment, ça ne se fera pas. Donc elle va rester là. La mission initiale dure jusqu'en juillet prochain, ce sera sûrement prolongée. Mais après, une fois qu'ils arrêteront la sonde, parce qu'elle n'aura plus de quoi se diriger, etc., elle va rester sur cette orbite. Donc voilà des vues très rapprochées. C'est les premières qu'on a à 385 km d'altitude. Les plus petits détails qu'on voit à la surface sont 35 mètres actuellement. Et voici, on voit des failles ici sur Cérès. Vous pouvez voir ici une espèce de vallée faite de cratères qui s'appelle Samin Catena, c'est du nom d'une fête celte. On parle des fois à la sable, pour d'autres raisons, mais ça nous rapproche des Gaulois. Donc voici cette vue oblique qui est assez spectaculaire sur Samin Catena. Voici une très belle vue aussi vers le pôle sud avec un cratère plongé dans l'ombre ici. Et on voit les montagnes de Cérès. Une très jolie vue. Et puis ça, c'est tout frais parce que je les ai vus ce soir avant de partir de mon travail, donc j'ai rajouté une diapo. Ils viennent d'en ressortir. Alors, ils n'ont pas encore survolé à 385 km le fameux cratère en 14, etc. Ça va venir. Parce que maintenant, comme elle est prête, elle voit que des petites régions à la fois avec ses télescopes. Donc, dans les semaines à venir, on aura des vues détaillées. Et ici, vous avez le cratère Kupalo, qui est très joli, il fait 26 km de diamètre. Et déjà, il est assez étonnant, parce qu'il y a des sortes de glissements sur les pentes, blancs encore. Est-ce que c'est encore des sels minéraux? On ne sait pas, il y a des failles dedans. Donc un très beau cratère, mais avec une structure intéressante. Et puis ici, c'est au cœur d'un gros cratère, le cratère d'Antou, où il y a un réseau de failles assez complexe, encore des taches blanches plus petites. Et donc d'où viennent toutes ces failles ici, qui se croisent, ça pour l'instant, on ne sait pas. Alors voici là aussi une petite vidéo où on va survoler Cérès. Alors on vous dit ici qu'il y a 130 endroits où il y a ce matériau blanc qui serait des sels, comme des sulfates par exemple. Donc ça, c'est un survol qui était pris à plus grande distance, 4400 km. Voici une rotation de... Alors là, par contre, on va avoir la totalité de la surface de Cérès, puisque la sonde reste longtemps, et a le loisir de voir Cérès tourner, plutôt qu'elle tourne vite en 9 heures. Ensuite, on va survoler au 14. Pareil, c'est créé à partir des vraies images. On constitue une trajectoire de survol. Voici le fameux cratère avec ses taches blanches. Et donc tout ça, ce que je vous montre là, sont des paysages qui, il y a quelques mois, étaient complètement inconnus. Voilà, alors on va arriver vers la fin et on va voir un petit peu l'avenir. Alors, il n'y a pas d'autres, malheureusement, sondes prévues vers les planètes naines, parce que vous voyez, bon, on va avoir une étude très complète de Cérès, c'est pas utile d'y retourner tout de suite, et puis les autres sont très très loin. Eris, ça serait beaucoup trop loin pour y envoyer quelque chose. Pluton, ça va pas être pour tout de suite. Et puis, ce qu'il faudrait faire de plus, c'est s'arrêter. Mais là, vous voyez que c'est compliqué. Ça coûterait très cher d'avoir un gros engin qui pourrait freiner et s'arrêter sur
Pluton. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais d'une part, notre valeureuse sonde de New Horizons, elle n'a pas fini son travail. Déjà, elle est en train de nous transmettre toutes ces données, donc il va prendre quelques mois encore, et puis on lui a trouvé un nouvel objectif. Donc il y a eu une recherche qui a été faite avec le télescope Hubble pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui se situerait pas loin de sa trajectoire, qui pourrait encore survoler après. Effectivement, on a trouvé 3 petits objets qui étaient pas loin, dont un qui a finalement été choisi, qui s'appelle pour l'instant 2014 MU69. Donc c'est une dénomination provisoire, c'est une numérotation avec son année de découverte. C'est très récent en fait, en 2014. Pour un peu, ils ne trouvaient rien à survoler. Donc on a trouvé ce petit objet. Alors voici des images du télescope Hubble. On voit ce 2014 MU69 qui se déplace ici. Ça sont des étoiles. Et puis il se déplace. C'est petit. 30 à 45 km de diamètre, on ne sait pas bien. Donc il va falloir l'étudier pendant les mois et les années qui viennent de près pour préciser sa position exacte, parce qu'ils veulent le survoler le plus près possible. Parce que vous voyez, c'est de l'ordre de la taille des petits satellites de Pluton. Donc si on veut des bonnes images, il faut passer plus près. Donc ce qu'ils veulent, c'est passer le plus près possible. Donc il va falloir vraiment bien viser et connaître sa position. Donc, ça va être un peu chaud. Donc il est là. On sait déjà que le survol, c'est le 1er janvier 2019, donc vous pouvez noter, après le réveillon, vous pourrez voir ça. Ça sera 43 fois la distance Terre-Soleil. Donc il reste encore près d'1,5 milliard de kilomètres à parcourir en 3 ans finalement, pour cette sonde qui est assez rapide. Et donc on aura normalement... ça sera l'objet le plus lointain survolé dans le système solaire. Donc ça devrait être quand même assez intéressant, même si il n'y aura pas autant de choses à voir que sur Pluton, mais bon, c'est assez incroyable de pouvoir survoler comme ça un objet qui a été découvert finalement en 2014, et on va aller le voir à cette distance. Alors pour les autres petits corps, il y a des choses qui vont se produire dans les années à venir. Il y a des missions qui sont parties ou qui vont partir. Dans les autres petits astéroïdes, alors ici c'est les astéroïdes de la ceinture principale. Vous avez une sonde japonaise qui s'appelle Hayabusa 2. Il y avait eu il y a quelques années Hayabusa 1 qui avait rapporté des échantillons d'un petit astéroïde appelé Itokawa. Et ici, alors ils se choisissent des astéroïdes qui n'ont pas encore de nom, qui proposent un nom japonais. Ça c'est vraiment japonais. Donc là c'est l'astéroïde Ryugu. Et cette sonde va s'approcher tout près, prélever des échantillons et les ramener sur Terre. Il y a une espèce de bec ici pour aller, l'aspirateur pour aller aspirer des poussières de Ryugu et les ramener en 2020. Donc c'est pas si loin que ça. Dans 4 ans, on aura des échantillons, si tout va bien, de Ryugu. Pour l'instant, la sonde est partie, le 3 décembre 2014. Elle fonctionne très bien. Et elle va faire plein de choses sur cet astéroïde. Elle va même déposer un module à la surface qui va sautiller pour aller à différents endroits. Ça devrait être passionnant. Ça a de bonnes chances de marcher parce que jusqu'à présent, les Japonais ont beaucoup de succès dans leur mission. Ils arrivent même à rattraper des choses un peu perdues, puisqu'ils avaient une sonde qui avait dû se mettre en orbite autour de Vénus en 2010, qui avait raté, mais ils l'ont laissé tourner autour du Soleil, et puis en décembre dernier, elle est revenue vers Vénus, et elle s'est finalement mise en orbite. Donc avec 5 ans de retard, elle va faire son boulot. Et puis les Américains, eux, vont lancer en septembre prochain Osiris-Rex, qui va aller vers l'astéroïde Bennu, et là aussi rapporter des échantillons sur Terre en 2023. Un petit peu plus long. Mais la sonde est construite, elle est en cours de test, là, elle va décoller en mois de septembre prochain. Pour rejoindre les... Alors, comme je disais, tout ça n'est pas fini, puisque vous pouvez continuer à suivre les aventures de New Horizons. Déjà, les nouvelles images qui vont arriver de Pluton, et puis le futur survol d'un petit astéroïde, donc sur un site qui s'appelle pluto.jhuapl.edu, où il y a régulièrement les nouvelles de Pluton, et puis la position de la sonde. Vous voyez qu'elle est partie là, quand j'ai mis ça il y a quelques jours, ça faisait 3633 jours de mission.
Et puis pareil pour Down, down.jpl.nasa.gov, où il y a un journal où on peut voir toutes les images. C'est là que j'ai eu les dernières qui ont été publiées aujourd'hui. De la sonde Down, et on retrouve aussi les images de Vesta avec les prises à. Alors ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que vous connaissez tous un petit chien célèbre au cinéma et en bande dessinée, c'est Pluto, le chien de Mickey. Et Pluto, il doit son nom à Pluton, en fait, parce qu'en anglais, Pluton, c'est Pluto. Et Walt Disney a nommé son chien, il s'appelait autrement, je ne sais plus comment, et en 1930, il l'a renommé en hommage à la planète américaine à l'époque. Donc le chien est devenu Pluto. Alors il y en a qui se sont amusés à retrouver Pluto sur Pluton. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, et j'espère que c'était plutôt intéressant.